Je vous prends un exemple simple. Quand vous avez au Congo, même les sociétés pétrolières qui accusent des retards dans les salaires de leurs agents, comment pouvez-vous expliquer que dans une situation internationale où les sociétés pétrolières, alors on dit pétrolières, mais c'est aussi gazières, le gaz et le pétrole, dans tout le monde entier, ça rapporte beaucoup d'argent, pour le dire en français facile, pour que tous vos éditeurs comprennent. Par exemple, l'Iran, on dit, il faut verrouiller les bateaux fantômes pétroliers et gaziers de l'Iran, parce que c'est comme ça que l'Iran finance sa guerre. La Russie, pareil. Mais si des puissances comme la Russie, si des pays comme l'Iran, rien qu'avec leur pétrole vendu en cachette, en catimini, ils arrivent à tenir tête à l'Union européenne et aux États-Unis, comment aller expliquer aux Congolais que le Congo, qui vend légalement son pétrole et son gaz, ses richesses, ne trouve pas l'argent pour s'occuper de 6 millions d'habitants? Et je rappelle d'ailleurs, pendant que vous le dites, je rappelle, en Iran, c'est quand même plus de 90 millions d'habitants en C'est Iran. ça. La Russie, c'est plus de 200 millions Ben et voilà. l'Iran, comme vous dites, 90. Alors, il faut que Denis Sassou Nguesso, Koliné Makosso et donc le PCT avec ses députés et ses sénateurs nous expliquent comment la Russie, plus de 200 millions d'habitants, comment l'Iran, 90 millions d'habitants, en utilisant le marché noir, un commerce Yamantsweki, ils arrivent à trouver l'argent pour Et vivre c'est et ce que résister à j'allais une puissance. préciser tout à l'heure, parce que l'Iran est sous sanction depuis 40 ans. Mais 40 ans. il, il faut que Denis Sassou Nguesso nous explique comment des gens qui trafiquent au noir arrivent à mieux gérer, et on nous dit combien ça leur rapporte. Quand vous voyez les milliards que cela rapporte à la Russie, alors même que les Américains, les Français courent dans toutes les mers, les océans du monde pour essayer d'arraisonner les pétroliers russes et les pétroliers iraniens. Et nous qui vendons notre pétrole calmos, avec des contrats réguliers très simples, avec les entreprises qu'on connaît, Total, Eni, Winhua et autres, Chevron, tout ce monde, Chevron, voilà, Peranco. et on nous dit notre pétrole ne nous rapporte pas assez pour s'occuper de 6 millions d'habitants. Mais il y a quand même Anguille sous roche là. Il n'y a pas un problème là. Ça fait quand même 29 ans que ce monsieur est revenu au pouvoir. Ça fait 29 ans. En 29 ans, donnez-moi un exemple d'un chapitre de la vie des populations où on dira au moins, ah, au moins là, ça va. Scolarité, aucune redistribution. La redistribution de la richesse, c'est aussi financer l'éducation nationale, financer la culture, financer le sport, parce que ça donne les moyens, financer les infrastructures. Or, toute sa vie, Sassou a été menteur vis-à-vis des Congolais. Toute sa vie. Vous reprenez la liste de ce qu'il a promis aux Congolais, parfois avec la complicité des institutions internationales. Vous proposez une vidéo où Donald Trump évoque des prisonniers évadés et des meurtriers qui partent aussi du Congo pour les États-Unis. C'est vrai qu'il cite d'autres pays, mais le Congo est pointé également du doigt et on revient sur le plateau suivant. Les gens qui étaient en prison pour horrible, vous savez, ils ont libéré des prisons en Géorgie, de partout dans le monde, et les ont libérés non seulement en Amérique du Sud, partout dans le monde, le Congo et l'Afrique. Beaucoup de gens viennent du Congo. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont venus du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à R7. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Ensemble, nous allons donc aborder la problématique de la spoliation des ressources économiques et sociales des Congolais par le régime PCT, incarné, comme vous le savez, par Denis Sassou Nguesso. Ce dernier semble franchir désormais de nouvelles limites dans sa quête effrénée de destruction complète du Congo-Brazzaville avant la fin de son règne. Je rappelle ici l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui établit la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles en Afrique,
Interdisons toute privation ou exploitation abusive. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. Les États parties signataires de cette charte s'étaient engagés à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celles qui est pratiquée par des monopoles internationaux afin de permettre aux populations de chaque pays de bénéficier pleinement de leurs ressources nationales. Alors, je vais donc comprendre avec notre invité Didier Mouni-Volo si les Congolais bénéficiaient vraiment des richesses de leur pays, sinon pourquoi? Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Alors, la toute première question, vous l'avez certainement deviné. Quel constat faites-vous sur la redistribution des richesses nationales au Congo-Brazzaville? Je rappelle d'ailleurs, dans le même sens, que le Congo est producteur du pétrole, du gaz, exportateur des minerais, du bois. Le Congo dispose également d'une très importante façade maritime pour une petite population de 6 millions d'habitants. Mais avant de répondre à la question, permettez que je vous propose un élément. C'est un spot publicitaire. Ça peut paraître banal, mais ça dit tout sur le Congo-Brazzaville. Suivez. La fondation Ninongwamba se mobilise pour lutter contre la pénurie d'eau dans les quartiers 58 et 58 bis. Nous savons que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental et nous nous engageons à faire une différence. Rejoignez-nous le mardi 9 juin 2026 à partir de 10h pour une grande distribution d'eau potable. Ensemble, nous pouvons apporter un soutien précieux à nos communautés. Venez nombreux, apportez récipients et faites le plein d'eau. Un geste simple qui peut changer des vies. Bien voilà, Didier Mouni-Volo, je vous posais donc la question de savoir quel constat faites-vous sur la redistribution des richesses nationales au Congo-Brazzaville. Alors, pour parler de la redistribution des richesses au Congo-Brazzaville, mais aussi dans toute l'Afrique, il faut retenir une chose, les problèmes des pays africains en grande partie, mais aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays sous-développés, le pays, comment on appelle ça, des pays en faillite, des pays pauvres très endettés qui demandent l'intervention notamment du FMI, de la Banque mondiale ou des organismes financiers internationaux. Ce sont d'abord des pays où se pose le problème de façon endémique de la redistribution de la richesse nationale. Il faut savoir que l'économie, les êtres humains peuvent vivre sans étudier les sciences économiques. Un être humain, il a une existence biologique, naturelle. L'économie, c'est une science qui est essentiellement tournée vers l'amélioration de la vie des populations. Si vous voulez une définition, mais le plus simple possible de l'économie, c'est comment, sur un territoire donné, on va utiliser les richesses du sol, du sous-sol, les richesses soit naturelles, soit les richesses créées pour améliorer la vie des populations. Quand je parle des richesses du sol, du sous-sol, on peut penser aux richesses naturelles comme le pétrole, le gaz, les minerais, ou les richesses créées, c'est-à-dire la fiscalité, ça peut être une manière. Par exemple, quand on va mettre une fiscalité pour des gens qui sont riches, pour qu'ils payent une quote-part, pour que l'État puisse avoir les moyens de s'occuper des populations les plus en difficulté. Alors, par population les plus en difficulté, je peux penser aux populations en situation de handicap. Une personne qui est en situation de handicap, la personne n'a pas choisi. Les personnes à mobilité réduite, voilà. Les personnes à mobilité réduite, il y a le handicap qui est un handicap de naissance, les personnes qui naissent avec un handicap, ou encore il y a des formes d'handicap qui sont liées à la vie sociale, les accidents de la vie. Par exemple, en Occident, il y a des assurances qui vous protègent face aux accidents de la vie. Souvent, quand il y a des accidents, on parle des victimes, des morts, mais on oublie quand même des gens qui gardent des séquelles, de handicap qui font que ça vient changer leur vie. Et en Europe, un des accidents les plus redoutés
par les populations ou même par les pouvoirs publics, ce sont les accidents domestiques. Par exemple, la cuisine, c'est un lieu où il y a beaucoup d'accidents. La douche, c'est un lieu dangereux. Alors, quand je le dis comme ça, les gens peuvent se dire, mais comment ça, la douche? Oui, beaucoup de gens glissent dans la douche, ils peuvent mourir, tout comme ils peuvent garder des séquelles. Donc, le rôle de l'État, c'est d'abord la collecte et la redistribution de la richesse nationale. Et c'est pour cela qu'en économie, l'État, je l'ai souvent dit sur votre chaîne, c'est le lieu d'expression et de protection des intérêts collectifs. L'État, c'est comme un arbitre entre les riches, les pauvres, les moyens, les puissants, les faibles. L'État est là pour réguler la vie sociale. Et donc, l'État va regarder quelles sont nos richesses, comment notre richesse est fabriquée, comment on collecte cette richesse-là. Il y a des organismes habilités pour collecter et il y a des organismes pour redistribuer. Mais c'est quoi redistribuer? Redistribuer par des mécanismes posés par la loi. Par exemple, le système de retraite, c'est une manière de redistribuer la richesse. Le système de salaire, comment on gère les salaires, c'est une manière de redistribuer la richesse. Je vous prends un exemple simple. Quand vous avez au Congo, même les sociétés pétrolières qui accusent des retards dans les salaires de leurs agents, comment pouvez-vous expliquer que dans une situation internationale où les sociétés pétrolières, alors on dit pétrolières, mais c'est aussi gazières, le gaz et le pétrole, dans tout le monde entier, ça rapporte beaucoup d'argent, pour le dire en français facile, pour que tous vos éditeurs comprennent. Par exemple, l'Iran, on dit, il faut verrouiller les bateaux fantômes pétroliers et gaziers de l'Iran, parce que c'est comme ça que l'Iran finance sa guerre. La Russie, pareil. Mais si des puissances comme la Russie, si des pays comme l'Iran, rien qu'avec leur pétrole vendu en cachette, en catimini, ils arrivent à tenir tête à l'Union européenne et aux États-Unis, comment aller expliquer aux Congolais que le Congo, qui vend légalement son pétrole et son gaz, ses richesses, ne trouve pas l'argent pour s'occuper de 6 millions d'habitants? Et je rappelle d'ailleurs, pendant que vous le dites, je rappelle, en Iran, c'est quand même plus de 90 millions d'habitants en C'est Iran. ça. La Russie, c'est plus de 200 millions. Ben voilà. Et l'Iran, comme vous dites, 90. Alors, il faut que Denis Sassou Nguesso, Koliné Makosso, et donc le PCT, avec ses députés et ses sénateurs, nous explique comment la Russie, plus de 200 millions d'habitants, comment l'Iran, 90 millions d'habitants, en utilisant le marché noir, un commerce Yamantsweki, ils arrivent à trouver l'argent pour vivre. Et c'est ce que j'allais préciser tout à l'heure, parce que l'Iran est sous sanction depuis 40 ans. 40 ans. Il faut que Denis Sassou Nguesso nous explique comment des gens qui trafiquent au noir arrivent à mieux gérer, et on nous dit combien ça leur rapporte. Vous voyez les milliards que cela rapporte à la Russie, alors même que les Américains, les Français courent dans toutes les mers, les océans du monde pour essayer d'arraisonner les pétroliers russes et les pétroliers iraniens. Et nous qui vendons notre pétrole calmos, avec des contrats réguliers très simples, avec les entreprises qu'on connaît, Total, Eni, Winhua et autres. Chevron, tout ce monde, Chevron. Perenco. Et on nous dit, notre pétrole ne nous rapporte pas assez pour s'occuper de 6 millions d'habitants. Mais il y a quand même anguille sous roche là. Il n'y a pas un problème là. Donc, notre rôle à nous, citoyens, et c'est là où le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, est très performant, c'est d'apporter aux Congolais les outils de réflexion, les outils d'analyse par eux-mêmes. Peuple congolais, vous qui me suivez sur R7, posez-vous la question, posez la question à vos députés, à vos sénateurs, au gouvernement, au Premier ministre Koliné Makosso, au président de la République. Comment des pays comme le Venezuela, l'Iran, comment on appelle ça, même Cuba, la Russie depuis bientôt 4 ans, qui sont sous embargo, sous sanctions, et dont le commerce passe dans des circuits douteux. Ces pays-là arrivent à mieux vivre que nous, Congolais. 6 millions d'habitants, beaucoup de richesses, et que nous commerçons avec le monde entier librement. Le Congo n'est pas sous embargo de l'Union européenne, des États-Unis et autres.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos richesses et comment on redistribue? La redistribution, c'est quoi? Je donne des exemples simples, Monsieur Perrin. On a parlé de l'énergie. Mais comment se fait-il que ça fait des années, on n'arrive pas à produire de l'électricité? On peut produire de l'éolien, du solaire, mais aussi avec des barrages et autres. Aujourd'hui, il y a des techniques beaucoup plus simples. Une pylône pour l'éolien, ça coûte quoi? Oui, mais Didier Mouedi-Volo, là, vous allez beaucoup trop loin. Le Congo, c'est quand même un pays bien arrosé qui a un réseau Mais hydrographique peut très protéger, intense. Monsieur Et à Perrin, côté, nous avons de l'eau. mais j'en arrive. On Nous peut, avons aussi par le exemple, gaz. Le gaz que nous sommes en train de vendre peut être transformé en électricité, les autres transforment. mais je vous dis, le gaz, l'eau, il faut construire le barrage. Je vous dis qu'une pylône pour les éoliens, l'énergie éolienne, une pylône coûte moins cher qu'un costume de ministre ou du président Sassou. Il y a des pylônes qui coûtent moins de 10 000 euros, là où notre président et nos ministres mettent des costumes à 12 000 euros. C'est-à-dire que vous vendez la moitié de leur armoire à costume. Et là, je vous dis, si les gens doutent, allez les voir et discuter. C'est pour ça que je vous dis, invitez-moi ces gens-là. J'avais appris qu'il y a un membre du Oui, PCT qui allait évidemment, venir au pendant débat, que qui vous n'est en plus parlez, venu, hein, il y qui a a un disparu. qui avait manifesté d'ailleurs la volonté de vous affronter sur ce J'étais plateau, très face heureux à face. de débattre C'est avec lui. Monsieur Patrick Gabriel Nzon, je crois qu'il doit représenter le PCT, mais curieusement, D'accord. depuis que je lui ai fait part de votre accord de principe plutôt, ben non, depuis là, il se manifeste. Bon, certainement qu'il est encore occupé, on continue Mais que d'attendre, M. mais demande à ses amis du PCT combien coûte leur costume payé par les finances publiques. Vous vendez la moitié des costumes de Denis Sassou Nguesso, de Christelle Denis Sassou Nguesso, de je ne sais pas, de Thierry Mungala et autres, vous réglez le problème d'eau et d'électricité au Congo. Une pylône qui va donner de l'électricité à 5000 habitants coûte moins de 10 000 euros. En France, c'est ce qui se pratique. Donc, nous avons tout un parc, toute une partie du fleuve Congo qui n'est pas navigable. Tout le sud, après Bakongo, ou Makelekele, comme vous voulez, le fleuve Congo n'est pas navigable. Alors, je le dis comme ça, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est une hypothèse. Est-ce que cette partie n'est pas mieux pour installer des pylônes et électrifier, pas que Brazzaville. Brazzaville, tout le Poul, tous les plateaux. Nous avons dans les parties nord du pays des étendues qui ne sont pas habitables, qui peuvent servir à ça. Alors, quant au solaire, ce n'est pas la peine, c'est tout le Congo. Regardez ce qu'on a fait en France, je crois, mais dans beaucoup de pays européens. On a transformé les toits des parkings des supermarchés à la place des tuiles ou autres. On demande de mettre des panneaux photovoltaïques pour que les supermarchés soient indépendants en électricité. Pourquoi la toiture du CHU de Brazzaville ne serait pas transformée? On peut mettre, par exemple, pour le CHU, au-dessus, sur le toit, des panneaux photovoltaïques pour que le CHU soit indépendant en électricité, de sorte que s'il y a une panne dans la fourniture de E2C, eh ben, le CHU, l'énergie photovoltaïque prend le relais. On peut le faire aussi dans les établissements scolaires, par exemple. Donc, l'État peut ponctionner une partie de la richesse des revenus du pétrole pour financer ces projets-là. C'est ce qu'on appelle la redistribution, c'est-à-dire qu'on va financer le scolaire. En matière d'eau, nous avons le réseau hydrographique le plus dense en eau douce en Afrique centrale, pas que au Congo, en Afrique centrale. Je regardais encore les cours d'eau que nous avons partout dans le Congo. Du nord de Bétou à Pointe-Noire, nous avons suffisamment de cours d'eau. Monsieur Perrin, comment les Congolais doivent interroger le gouvernement? Comment se fait-il que l'Arabie Saoudite, qui n'a pas de fleuve, qui n'a pas de rivière, l'Iran, Oman, en tout cas les pays du Golfe arabo-persique, avec la guerre en Iran, on découvre qu'ils ont beaucoup d'usines pour la désalinisation de l'eau de mer et donner l'eau potable aux populations.
Donc, ils sont obligés de prendre l'eau de mer qui est très salée pour les traiter. Le traitement est beaucoup plus difficile que l'eau du fleuve Congo, que l'eau de la Likwala Mosaka, que l'eau de la Likwala aux herbes, que l'eau de l'Ubangi, que l'eau du Kwilu-Niari, de la Bouéda, du Djoué. Oui, mais Parce que évidemment, c'est voilà pourquoi il faut peut-être qu'on revienne sur la vidéo qu'on venait donc de suivre tout à l'heure. Vous avez dit, bah voilà, la chaussure de Denis Sassou Nguesso coûte beaucoup très cher. Et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs, pour ceux qui euh, ne le savent pas, Denis Sassou Nguesso a acheté à un moment donné, à Saint-Marais bien entendu, une chaussure Croco à 100 000 $. Donc 60 millions de francs CFA pour une chaussure. C'est juste un rappel et l'information existe, vous pouvez la chercher. Le Congo, c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est quand même le fleuve Congo qui est le deuxième après l'Amazonie. Nous avons donc l'eau à foison, nous avons la mer à côté, nous avons en fait un climat favorable. Donc rien ne peut justifier aujourd'hui que les Congolais n'aient pas l'eau potable chez eux. Tiengofo, Eric fait le même rituel tous les matins. Ce père de famille prépare ses bidons, direction le forage le plus proche. Je suis obligé de me rendre au forage pour me procurer de l'eau parce que les pompes dans ce quartier-ci sont devenues les monuments. Ça fait vraiment un bout de temps que l'eau ne coule plus. À Pointe-Noire, accéder à l'eau potable est un défi du quotidien. Installation vétuste, vieillissante et mal entretenue, le service public ne fonctionne plus dans certains quartiers. Excédés, certains vont jusqu'à couper leur tuyauterie pour ne plus payer un service inexistant. Nos pompes sont inutiles, l'eau ne coule plus. Je ne peux plus me laver ou faire la vaisselle, alors je viens ici, mais parce que je n'ai pas le choix. La Congolaise des eaux nous oublie, sauf pour les factures. Alarmée par la pénurie d'eau courante, cette association de consommateurs a rédigé un rapport pour alerter les autorités de la ville. L'ONG dénonce une mauvaise gestion des fonds destinés à l'entretien du réseau d'eau. Pour chaque année, le consommateur paye 19 700. Et lorsqu'on étale ça sur le nombre des abonnés, ces taxes-là pour l'entretien réseau font 2,200 milliards. Alors où vont ces 2,200 milliards? La Congolaise des eaux n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Quelques stations d'eau potable ont quand même été construites dans les deux principales villes du pays. 3 sont fonctionnelles à Brazzaville. Des mesures encore largement insuffisantes pour garantir de l'eau courante aux 2 millions d'habitants de la capitale congolaise. Ninon Ngouamba dit vouloir aller distribuer de l'eau potable aux Congolais le 9 juin 2026. Ça veut dire quoi concrètement? Que maintenant là, ces populations n'ont pas l'eau. Ils doivent attendre Ninon Ngouamba, le Dieu qui va venir, donc le Sauveur, une fois qu'il leur a servi de l'eau le 9 juin, donc je crois que c'est mardi prochain, et il s'en ira. Après, ces populations-là vont continuer encore à attendre un autre donateur, un autre philanthrope qui viendra leur donner de l'eau. Voilà de quel pays on parle, la République du Congo. Tout à l'heure, vous avez dit, on a rappelé, le Congo, c'est quand même le 3e producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. Le Congo, je ne cesserai de le rappeler, produit le gaz liquéfié que l'Italien Eni, d'ailleurs, est en train d'exploiter parce qu'eux, évidemment, ils vont transformer en électricité. Vous avez les minéraux, il y a le bois qui est vendu, qui est exporté. Nous avons le port autonome. Comment expliquer qu'une petite population de 6 millions d'habitants, et donc on peut considérer que c'est 2 millions ou 3 millions dans des grandes villes, qu'on ne peut pas servir l'eau potable? C'est là où quand même il faut que nous, Congolais, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons au CRC, il faut que nous soyons durs, très, très, très durs avec ceux qui nous dirigent. On ne peut pas accepter que dans des pays où l'État donne de l'eau potable et l'électricité à des millions et des millions de populations, nous, notre pays, Sassou n'est pas capable d'assurer l'eau potable, même, je ne sais pas moi, Brazzaville, c'est 2 millions d'habitants. Mais moi, j'ai étudié en Chine, 2 millions d'habitants, ce n'est même pas un village. Ce n'est même pas un village aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement congolais n'a même pas les compétences d'un chef de village en Chine. Moi, j'ai des amis chinois qui me disent on va aller visiter mon village, Nonsuan, que
tu viens avec moi dans mon village. On arrive, le village fait 5 millions d'habitants. À l'époque, Brazzaville a 800 000 habitants. Et quand vous voyez ce village-là, mais ça fait 1000 fois Brazzaville. Comment se fait-il qu'on peut accepter, on peut applaudir tous les jours un président, un gouvernement qui n'est pas capable de régler les béyabas des béyabas alors que les conditions naturelles sont remplies pour qu'on puisse le faire? La seule solution, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise volonté, c'est la médiocrité. Ce monsieur Ngwamba, et je rappelle que c'est un député du PCT. Hein. Il est député du PCT, mais il se pose la question tous les jours. Un être humain a besoin de quelle quantité d'eau potable tous les jours? Un être humain. Ne serait-ce que pour boire, pour ne pas dire se laver, laver ses habits et autres. Un être humain. Et lui, en tant que député. Monsieur Perrin, arrêtons-nous 5 secondes. C'est quoi un député? C'est quoi un parlementaire? C'est quoi le rôle? Est-ce que le rôle du parlementaire, c'est de faire un communiqué pour dire aux gens, venez le 9 prendre de l'eau? Mais qui leur a enseigné ça? Mais c'est énervant quand on entend des choses comme ça. Alors, à quel moment ce monsieur Ngwamba, avec tous ses collègues députés, vont convoquer le gouvernement, contrôler l'action du gouvernement, demander au ministre concerné, monsieur le ministre, nous sommes en 2026, oui, quelle est votre programmation en termes de production, de stockage, de transport et de livraison de l'eau potable aux populations de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Sibiti? Il faut un programme. Et le ministre concerné doit présenter ce programme au Parlement. Idem pour l'électricité. Quelle est la projection? Combien de ménages seront connectés à l'électricité et connectés à l'eau potable? Et à la fin de l'année, on fait un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est le rôle du député, c'est de mettre en place les enquêtes parlementaires pour savoir pourquoi le Congo n'a pas d'eau. Écoutez-moi bien, peuple congolais. Vous allez faire les critiques que vous voulez. Un médiocre, tout député, tout sénateur qui vient vous dire « je vais peindre un collège, je veux construire un hôpital », ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de demander des comptes au ministre. Son rôle, c'est de mettre en place des enquêtes parlementaires pour demander des comptes au gouvernement. Regardez une pratique qu'on a créée au Congo, M. Perrin, que vous entendez partout, les descentes parlementaires. Regardez sur les réseaux, les jeunes au Congo, toujours la descente parlementaire. Maintenant, la descente parlementaire. Mais c'est quoi une descente parlementaire? Non, c'est de l'argent qu'on donne aux députés pour aller dans leur circonscription et réaliser les œuvres. C'est faux. Ce n'est pas ça un État. Quand vous faites ça, vous êtes dans la médiocrité. Les politiques publiques, les politiques sociales, c'est la responsabilité de l'État, point à la ligne. Dans aucun pays au monde, vous verrez que le rôle de député, c'est d'aller construire un pont. Non. Il y a un ministère là-dessus. Faut pas qu'on se... Et le fait, est-ce que les Congolais, vous pouvez aller à l'hôpital et vous acceptez qu'un médecin vétérinaire vous opère? Parce qu'il opère les chiens, parce qu'il opère les lapins, parce qu'il opère, je ne sais pas, les éléphants. Est-ce qu'il peut opérer les humains? Non. Donc, comme disent les Congolais, Chinsamu Nabangatio, Bakolo Makambo, comme disent les Ngala, Bakolo Masolo. Et Rabelais avait coutume de dire « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Mettez chacun devant ses responsabilités. Lorsque M. Ninon Ngwamba est en train de faire ça, mais M. Perrin, je veux bien débattre avec lui. Qu'il vienne. Si réellement ce qu'il fait, c'est bon, qu'il vienne, on va débattre. Non, mais attendez, ça ne peut pas être une bonne chose, malheureusement. Didier Mwinivolo, ce n'est pas une bonne chose. À la rigueur, c'est une infantilisation des Congolais, c'est une humiliation. Et ça passe partout, c'est tout le monde qui voit. Regardez comment les Congolais sont servis. Le pays où on produit du pétrole, le pays qui exporte le bois, le pays qui exporte des minéraux, ce pays où il y a un tyran depuis 40 ans. Regardez comment on sert l'eau aux Congolais. Il faut un communiqué, un programme, il faut attendre un jour qu'un député, entre guillemets, vienne vous distribuer de l'eau. Et ça passe. Qu'un député puisse avoir... Le même PCT laisse faire. Tout le monde regarde, c'est normal. Au Congo. Et les gens sont contents. Et on marche, on dit, ah oui, bravo, bravo. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette affaire-là? Où est-ce qu'on est là? Tout est fait pour que le peuple se soulève contre ce pouvoir. Il n'y a rien à garder de ce pouvoir. Vous prenez, comment on appelle ça?
vous posez la question de la redistribution de la richesse, mais regardez les contradictions du pouvoir. D'un côté, on vous dit que l'oxygène, c'est gratuit. Aujourd'hui, on a un sujet à l'hôpital Adolphe Cissé avec un directeur de l'hôpital qui devient un gangster qui vend l'oxygène. C'est-à-dire que même le pouvoir lui-même, il voit les vidéos sur les réseaux sociaux où les agents de santé qui n'ont aucun droit de commercialiser les produits de santé, puisque l'État qui en est détenteur dit, vous l'utilisez gratuitement pour la santé des populations. Mais le directeur de l'hôpital s'arroge les prérogatives de dire, moi je le vends. Mais ça n'est même pas respecté par ses agents. Vous qui croyez que ça soit respecté par qui? Les Congolais pensent que ça soit pas évidemment, respecté. là aussi, Didier Monivolo, est-ce que ce n'est pas, le régime qui fonctionne comme ça? C'est-à-dire, moi je disais d'entrée de jeu que c'est un régime de prédation, c'est un régime d'occupation, le régime PCT, qui est venu tout spolier, mais attention, tout voler, tout détruire. Et donc, c'est normal que ces éléments, ces lieutenants puissent se comporter comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est, quand j'ai le pouvoir, c'est que je peux diriger, si je prends l'exemple de Sassou Nguesso et de Koliné Makosso. Ils ont le pouvoir parce que ce sont eux qui dirigent le Congo. Mais attention, en matière politique, ce n'est pas toujours le président ou le premier ministre qui a le pouvoir. Parce que lorsque le gouvernement, les lois sont votées, le président a pris la décision, a promulgué la loi a été publiée, que ces actes-là sont des actes gratuits. Et le directeur de l'hôpital, les médecins refusent d'appliquer cette loi et vendent ces services-là, encaissent l'argent, soyez-en sûrs, cet argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. Parce que l'État, au niveau de la comptabilité publique, n'a pas de ligne budgétaire pour encaisser cet argent. C'est-à-dire que tout ce qui est gratuit pour la population, il n'y a pas de ligne budgétaire au trésor public pour encaisser. Et donc, oui, mais le problème, comment ça fonctionne au Congo, Didier Monivolo, lorsque vous parlez des budgets qu'on envoie. Mais en réalité, je ne sais pas si vous l'avez constaté, au Congo, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, ce n'est pas pour qu'il vienne trouver des solutions. Il ne faut pas donc se tromper. Nous avons entendu tous un ministre qui disait ils n'ont pas de vision, et c'était clair. Lorsqu'on nomme un responsable à un poste donné au Congo, c'est pour lui dire, en fait, c'est synonyme de va te servir, c'est ton tour. C'est ce que ça veut dire. Oui. La preuve, on nous a démontré ici que les ministres gèrent leur budget chez eux. C'est-à-dire, une fois que le Parlement a voté un budget, chaque ministre va chercher son argent au trésor et commence à le gérer depuis la maison. Donc, il fait ce qu'il veut avec. Les préfets, c'est pareil. Les maires, c'est pareil. Et lorsqu'on parle de ce directeur de l'hôpital Adolphe Cissé, mais lorsqu'on le nomme là-bas, pour lui, ben voilà, on lui a dit, ben, va te servir, et il se sert. Voilà comment ça fonctionne au Congo. Mais c'est pour cela que, M. Perrin, si nous voulons régler le problème de la redistribution de la richesse, je l'ai souvent dit sur votre chaîne, il faut commencer par sécuriser les comptes publics. C'est-à-dire que c'est le ministre Nzé qui a dit dans une allocution, quand un sous sort, il faut qu'on sache pourquoi le sous sort. Mais déjà, il faut sécuriser les comptes publics. Moi, je fais une proposition que j'ai toujours faite. La fin de l'usage des espèces, la fin de l'usage des espèces. C'est-à-dire que l'argent public, soit c'est un virement, soit c'est un chèque, soit payé par carte. Comme ça, on a une traçabilité. Lorsqu'on dit que le budget de la santé, c'est 270 milliards de francs CFA, eh bien, ce sont des autorisations de dépenses, mais en respectant les procédures de contrôle de gestion. C'est-à-dire que... Oui, dans un état normal, Didier Monivolo, quand un pays fonctionne normalement. Il faut mais le nous faire. le savons que l'État congolais n'existe plus. Ça, il faut tenir compte de cela dans toutes ces propositions. C'est cet État-là que le CRC est en train de construire. Nous travaillons. Au CRC, il y a un travail qui est fait, de sorte que demain, peu importe la personne qui viendra, le CRC peut l'accompagner dans la construction de l'État. L'État ne tombe pas du ciel. Même quand on vous dit que tout pouvoir vient de Dieu, c'est faux. Si tout pouvoir venait de Dieu, Dieu allait faire tomber avec ce pouvoir-là les institutions pour diriger. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes nous ont très édifiés là-dessus. Les êtres humains ont accepté de céder une partie de leur liberté
à une entité qu'on appelle l'État et l'État dirige la société dans l'intérêt collectif. Et donc, nous disons que si demain, Sassou tombe par la révolution, nous proposons la fin de l'utilisation des espèces. Chaque ministère, chaque direction, chaque service aura des autorisations des dépenses. Mais il y aura des agents qui vont contrôler depuis le Trésor. Tout sera dématérialisé. On va arrêter pour les dépenses publiques l'argent espèce, on va dématérialiser. Même pour les citoyens, il faut s'accorder sur une limite de montant en espèces à payer. D'entendre que les gens vont acheter des parcelles, par exemple, qui coûtent 45 millions de francs CFA, et ils viennent avec 45 millions de francs CFA dans un sac, l'État perd le contrôle en termes de traçabilité d'où vient l'argent. Ça peut être l'argent de la drogue, ça peut être l'argent de la criminalité, du trafic des armes, du trafic des humains. L'État a la contrainte. Et comme d'ailleurs ça se passe au Congo-Brazzaville, Didier Moïni-Volo, je ne sais pas si vous le savez, avant de payer, gens qui ont 500 millions chez eux, des gens qui ont 5 milliards, et on déclare, tout récemment, on accuse une domestique d'avoir volé 500 millions de francs CFA dans la maison. 500 millions de francs CFA dans la maison d'une ministre. Mais comment? Et cette ministre n'est même pas inquiétée. Au Ghana, il y a une ministre qui est poursuivie parce qu'on a trouvé de l'argent dans sa maison. Donc, oui, mais évidemment, tout ça, c'est encouragé par Denis Sassou Nguesso. Je disais tout à l'heure, vous savez qu'avant de payer les salaires, donc quand on arrive à la fin du mois, les gens n'ont jamais su d'où vient cet argent. C'est un hélicoptère qui décolle, je ne sais pas, d'Oyo pour Brazzaville, qui arrive après, se met, bon voilà, à repartir les sommes qu'il faut, je ne sais pas, dans des régies financières, on commence à payer. L'argent du Congo n'atterrit plus au trésor. L'argent du Congo est gardé chez Sassou, sous son lit, s'il faut le dire comme ça. C'est lui qui envoie l'argent, c'est des sacs. Et même lorsqu'on paye les députés, vous imaginez? Je parle ici des députés, des sénateurs. C'est une dame qui vient avec un sac, bon, les Congolais appellent ça des nguiri, qui vient avec un sac, qui commence à payer les députés, les sénateurs à la main. Les ministres sont payés à la main. Vous imaginez un État comme ça? Un pays, bon, puisque l'État n'existe plus au Congo. Voilà comment ça fonctionne au Congo. Le Congo n'est plus un État, c'est fini. Mais c'est scandaleux de voir ce qui se passe. Écoutez le ministre Yoka. Prenez cette bande du ministre Yoka qui dit « Chaque mois, faire face à nos obligations nationales ou internationales, c'est très, très, très difficile. » Reprenez... Pardon? C'est un casse-tête chinois. On va l'écouter et puis on va continuer. Suivez. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience. Et ce n'est pas normal que le point d'entrée principal soit le point de souci principal. Je devrais avoir des problèmes sur les coins, les endroits les plus reculés, les plus difficiles d'accès, mais pas ici. Pas ici. Alors, je comprends qu'on puisse avoir des difficultés, vu le volume, vu ce qui est brassé, etc. Donc, moi, ce que je viens vous dire, c'est qu'il faut que collectivement, on arrive à changer les choses. Voilà, alors, Didier Moïni-Volo, dans un pays... Perrin, juste une chose, reprenez cette phrase-là. Reprenez la même phrase. Demandez au ministre français de l'économie et des finances de prononcer cette phrase à la télé. Demandez au ministre chinois, c'est-à-dire les homologues de M. Yoka, France, États-Unis, Angleterre, Japon, Russie, Chine, demandez aux ministres de ces pays-là de prononcer la même phrase. Ces ministres ne le feront jamais. Vous savez pourquoi? Si ces ministres-là prononcent cette phrase-là, dès demain matin ou dans la minute qui suit, tous les hommes d'affaires de ces pays-là quittent le pays. Il vient de dire officiellement que, économiquement, nous sommes un pays en faillite. Et un pays en faillite, qui veut investir dans ce pays-là?
Qui veut investir dans un... Mais M. Ndion qui voulait débattre avec moi, j'ai cru comprendre qu'il était économiste. Il enseigne à l'université, semble-t-il. Voilà des gens qui sont malhonnêtes vis-à-vis du peuple congolais, qui viennent dire à la télé, dans les radios, le contraire de ce qu'ils enseignent. Donnez-moi un pays en faillite qui attire des investisseurs. Et d'ailleurs, je l'ai entendu lors de votre débat sur Radio Bakambi, il a dit, et ça m'a fait tressaillir, il dit non, les gens disent qu'il n'y a pas l'eau potable au Congo, il n'y a pas d'électricité. Non, il y a l'eau. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, et il y a l'électricité, mais ça pose toujours des problèmes des délestages. Oui, ce qu'il ne dit pas sur les délestages, c'est que les délestages sont très dangereux. Ça détruit les appareils, ça empêche les petites et moyennes entreprises de fonctionner. Ça empêche les jeunes qui se débrouillent avec l'électricité. Et j'aime à rappeler que l'électricité est pour une société moderne ce que l'air est pour la vie. À Brazzaville, avoir de l'électricité n'est plus une évidence. Depuis plusieurs mois, les habitants de la capitale congolaise vivent au rythme des coupures de courant. Dans le quartier de l'Ombre, Junior Nsonde essaye tant bien que mal de poursuivre son activité dans ce pressing. Mais il n'a plus d'électricité depuis bientôt 3 semaines, une situation devenue invivable. Sans courant, je ne peux pas brancher des machines pour pouvoir faire la lessive et le repassage. Et à défaut, on peut peut-être avoir du courant pendant 5 minutes, mais il est à tension très faible. Donc je ne peux même pas brancher, même me faire repasser. Du sud de la capitale jusqu'à la rivière Makambadilou au nord, plus de 40 km sont affectés par un réseau électrique défaillant. Résultat, commerce paralysé, activité ralentie et habitants à bout. Au marché de l'Ombre, Melvin Louyamou pourrait être contraint de fermer sa chambre froide, la seule du marché. Moi, je pensais que investir, c'est une bonne chose. Mais regardez tout ce que j'ai investi. Je vous ai dit qu'on a fait une perte au moins d'1 million. Parce que pour nous, on pensait que pour investir, pour gagner. Mais avec notre gouvernement qui est démissionnaire, le gouvernement est démissionnaire. La Société Énergie électrique du Congo se défend et met en avant l'explosion démographique dans la capitale. Une urbanisation accélérée qui asphyxie un réseau déjà vétuste et insuffisamment entretenu. Les petites entreprises sont les premières touchées. On avait fait une petite étude en 2024 pour essayer d'alerter le gouvernement sur les conséquences liées à ces coupures intempestives. Et nos résultats révélaient que les très petites entreprises accusaient des pertes de l'ordre de 50 000 francs à 700 000 francs par mois pour compenser les délestages en électricité. Pourtant, en août 2025, des engagements avaient été pris par la Société Énergie électrique du Congo pour moderniser les infrastructures. Des promesses qui, pour beaucoup d'habitants, restent encore lettres mortes. Et entendre M. Patrick Gabriel Ndion dire de telles choses, je n'en revenais pas. Je me dis, ben voilà ce qu'ils ont en tête. Et comme il y a des délestages, on peut continuer comme ça. Pour eux, c'est normal, ça peut fonctionner comme ça, c'est normal. En fait, il faut que les Congolais comprennent que le PCT, c'est du foutage de gueule. Même le directeur de E2C dit, au Congo, il n'y a plus de délestage, il n'y a que des blackouts. Mais dans quelle situation on a l'électricité? Donc le blackout, c'est une continuité de fourniture d'électricité ou une rupture? Mais le peuple, ce qu'il attend, c'est une électricité continue. C'est-à-dire une fourniture continue de l'électricité. On ne joue pas avec des mots quand on parle de la vie des populations. Ça, on ne le fait pas. Les Congolais souffrent. Les Congolais n'ont pas d'eau et d'électricité. Mais prenez un exemple. La qualité même de l'électricité au Congo, il faut 3 jours pour charger un téléphone portable. Toute une nuit n'est pas suffisante pour charger un téléphone portable au Congo. On trouve que c'est sérieux, ça? Et vous avez le directeur de l'électricité, il passe son temps à quoi, M. Perrin? À chanter et à danser. Comment dans un pays qui veut avancer, qui veut se développer, le président, le Premier ministre, les ministres, les directeurs des services qui doivent travailler, 60% de leur temps, c'est faire les fêtes, faire les réunions, et non pas réfléchir aux solutions concrètes. Si Sassou est revenu en 1997, ça fait quoi? 2026, ça fait quand même 29 ans que ce monsieur est revenu au pouvoir. Ça fait 29 ans. En 29 ans, donnez-moi un exemple d'un chapitre de la vie des populations où on dira au moins là, ça va. Scolarité,
aucune redistribution. La redistribution de la richesse, c'est aussi financer l'éducation nationale, financer la culture, financer le sport, parce que ça donne des moyens, financer les infrastructures. Or, toute sa vie, Sassou a été menteur vis-à-vis des Congolais. Toute sa vie. Vous reprenez la liste de ce qu'il a promis aux Congolais, parfois avec la complicité des institutions internationales. On parlait la dernière fois que je suis venu sur votre chaîne, quand vous m'avez invité, on a parlé de ce fameux pont entre Brazzaville et Kinshasa, mais combien de fois on nous parle de ça? Mais c'est depuis l'ère Mobutu, on a commencé à parler de ce pont-là depuis l'ère Mobutu. Mais je suis allé encore vérifier, et ça confirme que depuis l'ère Mobutu, la BAD est venue plusieurs fois au Congo pour parler de ce pont. Alors, on vous dit pont, route, rail. On ne sait même pas par où ça va passer. Moi, j'ai des amis quinois qui sont à Kinshasa. Quand je les appelle, ils me disent oui, on suit ça sur les réseaux sociaux du Congo-Brazzaville, mais sur les réseaux sociaux du Congo-Kinshasa, personne n'en parle. Notre gouvernement n'en parle même pas. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'ils m'ont dit, M. Perrin, pour terminer? Non. Ils m'ont dit, mais vous avez des accords d'assistance militaire avec le Rwanda. Vous voulez qu'on construise des ponts, des rails et tout comme ça? Les militaires rwandais vont passer par là, mais nous, on n'a pas envie de construire un pont et des rails avec vous, parce que en termes de relations diplomatiques, les choses ne sont pas au clair. Dites-nous que vous renoncez aux accords militaires avec le Rwanda et on verra si on peut avancer sur ce sujet-là. Mais tant que ces accords sont là, c'est vous qui en faites un problème, c'est vous qui nous invitez pour en parler. Bon, en tant que voisin, en tant que cousin, on vient parler avec vous. Mais concrètement, il y a ce qu'on appelle des sujets profonds qui font que la RDC n'est pas prête à signer, à finaliser et à entamer les travaux de construction d'un pont entre Brazzaville et Kinshasa ou des rails entre Brazzaville et Kinshasa. Et puis, il y a le régime des visas. Ce n'est pas traité comment les gens vont circuler. Parce que si vous mettez un pont pour que tous les jours, on contrôle matin, midi, soir, les passagers, quel est l'intérêt? Et puis, sur le plan économique, du côté de Kinshasa, les amis que j'ai eus me disent, mais nous, on ne voit pas les retombées économiques aujourd'hui. Par contre, ça peut représenter un danger au regard des relations que votre pouvoir a avec le Rwanda. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des rendez-vous manqués. Santé pour tous d'ici l'an 2000, raté. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, raté. La Sénélec est venue au Congo, a pris 42 milliards, perdu. Année de l'éducation, ça a raté. Année de la jeunesse, raté. L'année de la jeunesse. Voilà. Il y a un qui a fait un montage en disant échec, échec, échec. Alors, échec. Alors, donc, tout à l'heure, nous disions, Didier Moueni-Volo, on va évoluer donc. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Non déplaise, bien sûr, à M. Nzo, qui pense que, bon, les Congolais peuvent se contenter avec ce qu'ils ont. C'est très dangereux, d'ailleurs, de dire des choses comme ça dans un média. Et donc, nous disions, pas de bourse, pas de pension. Ça aussi, c'est un problème. Les salariés, aujourd'hui, il y en a qui accusent jusqu'à plus de 100 mois d'arriérés de salaire impayés, et dans le même temps, on apprend que les membres de la famille Sassou Nguesso, d'aucuns sont condamnés à la prison avec sursis, bien entendu. Je parle ici d'Inès Emilienne Nguesso Mouebara, qui a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et assorti bien sûr d'une amende de 50 000 € pour détournement de fonds publics. C'est ce qui est écrit. Blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics. En fait, elle a détourné l'argent qui allait servir à l'achat des médicaments. Elle a été condamnée par un tribunal français, c'est ça? Tout à fait, oui, à Paris. À Paris. Alors, vous savez, c'est... Bon, après, ils ont fait un recours, mais bon, au moins la condamnation, elle est là, les faits sont là. En fait, tout à l'heure, nous parlions de la redistribution de la richesse. En fait, c'est là tout le problème. Nous sommes un des rares pays, si ce n'est pas le seul pays, où les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que les gens se sont accaparés, une famille s'est accaparée du pouvoir politique parce que ce pouvoir politique lui donne accès au pouvoir économique et financier. Donc, les caisses de l'État sont devenues la richesse de la famille. Ce qui fait qu'en Europe, en général, mais même
dans d'autres pays non européens comme l'Asie, la Chine et le Japon, chaque citoyen doit être capable d'expliquer d'où vient sa richesse. En fait, c'est comme ça. La richesse ne tombe pas du ciel, ce n'est pas possible. À chaque fois que vous avez un bien, vous êtes censé expliquer, vous êtes capable d'expliquer l'origine de votre richesse. Donc, vous êtes suspecté de détournement de biens publics, de détournement d'argent de l'entreprise, ou dès lors que votre richesse n'est pas prouvée. Donc, elle est condamnée parce que lorsque l'État français, où il y a un contrôle fiscal et qu'on se rend compte que ces gens-là ont des biens, on leur demande de justifier leurs revenus. Parce que pour avoir accès aux biens, c'est qu'on a des revenus. Or, les revenus qu'ils déclarent, eux, sont tellement minables comparés aux biens qu'ils détiennent dans des pays européens ou asiatiques ou américains. Ce qui fait que, comme c'est une famille qui est au pouvoir, c'est-à-dire le père, l'oncle, le cousin, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, bon, est au pouvoir, donc l'hypothèse la plus plausible, puisqu'on n'a pas de traces de trafic de drogue, de trafic de la fausse monnaie, de trafic humain et autres, comme on n'a pas ces traces-là, la plus logique, c'est que ces gens-là tapent dans la caisse de l'État. C'est pour ça qu'ils sont condamnés, parce qu'ils ne sont pas capables de prouver l'origine de leur richesse, l'origine de leur argent. Mais ce qui est quand même terrible, c'est qu'elle prend 2 ans avec sursis. Il faut expliquer aux Congolais, 2 ans avec sursis, ça suppose que si elle est encore condamnée une prochaine fois, le sursis tombe et elle sera en prison pour 2 ans. Donc, oui, mais pourquoi est-ce que la justice congolaise ne s'autosaisit pas de cette affaire? Alors, ça, c'est un vrai sujet avec le parquet de Brazzaville ou de Pointe-Noire, en tout cas, la justice congolaise. C'est le rôle de la justice de s'autosaisir directement lorsqu'il y a de tels faits, c'est-à-dire qu'un Congolais qui est membre du pouvoir ou autre, qui est poursuivi à l'étranger, il faut qu'une procédure judiciaire soit déclenchée aussi au niveau de Brazzaville, ne serait-ce que pour dire de notre côté, il n'y a rien à voir. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a tellement de sujets où notre parquet n'arrive pas à s'autosaisir, mais même le Parlement. Parce que ces enfants de la famille, les membres de la famille Sassou, ces gens-là, ils ont aussi des postes au Congo, ils gèrent aussi des entreprises. Moi, je vous donne un exemple, on en a déjà parlé. C'est une fille de Denis Sassou Nguesso qui a l'exclusivité de la publicité de la société E2C, qui a signé un contrat. Les images existent, c'est passé sur Télé Congo. Comment la fille du président a remporté le marché pour faire la publicité trafic d'influence, oui, de 2EC, sachant que 2EC est une entreprise à monopole. Il n'y a pas de concurrence. Pourquoi aller dépenser de l'argent dans la pub alors même que les services de communication de E2C peut faire sa propre pub, peut gérer ça. On n'est pas dans une mastodonte pour dire qu'on a besoin des compétences extérieures. C'est aussi une fille de Denis Sassou Nguesso qui a remporté le marché de livraison de l'équipement militaire à l'armée. Donc, c'est la fille du président qui a gagné le marché pour livrer à notre armée les équipements militaires. Et là, ce n'est pas possible. Comment a été fait l'appel à projet? Quelles sont les entreprises qui ont répondu à l'appel à projet? Et comment se fait-il que c'est elle? Déjà, le fait d'être la fille du président, elles ne peuvent pas répondre à des appels à projet parce qu'il y a forcément de la corruption, de conflits d'intérêts, de trafic d'influence et tout. Donc, quand on est président de la République, quand on est ministre, quand on est député, les membres de la famille qui gèrent des entreprises ne peuvent pas concourir aux appels à projets des marchés publics. On appelle ça des appels à projets des marchés publics. Ils sont d'office exclus. Et d'ailleurs, comment voulez-vous régler le problème de l'emploi quand la famille présidentielle ou les gens qui sont au pouvoir sont encore les mêmes qui remportent les marchés publics et utilisent plutôt les populations étrangères pour comment on appelle ça, pour faire de la fuite des capitaux. Or, si vous voulez que le Congo s'en sorte, il faut donc créer du capital national, c'est-à-dire ces marchés-là doivent être remportés par des Congolais qui savent gérer des entreprises et qui créent des emplois au Congo. Mais ça, c'est au niveau de la loi, il faut le faire.
Mais quand vous entendez comment le pouvoir fonctionne, évidemment, c'est des gens qui nous font perdre de l'argent parce que cette dame qui a été condamnée, les biens ont été saisis. Du fait Oui, il y a de eu sa confiscation de son... Voilà, c'est confisqué, c'est vendu. Alors, on nous dit que c'est mis dans un compte quand le Congo sera démocratique avec un pouvoir vraiment issu du peuple, on va redonner cet argent-là. Sauf que cet argent, en attendant, ça fait quoi? Ça crée des intérêts. Pour vous prendre l'exemple de l'Iran, avec la guerre au Moyen-Orient, on découvre que l'Iran doit avoir entre 90 milliards ou 250 milliards de dollars des intérêts des comptes de l'Iran bloqués aux États-Unis. Hein, l'Iran demande, dans les accords coincent, parce que l'Iran demande à mettre la Oui, main. mais moi je parlais de l'autosaisine de la justice congolaise parce que dans cette affaire, on parle tout de même du détournement de fonds publics, donc de l'argent qui était destiné à l'achat des médicaments vitaux. Donc l'argent du Congo qu'elle a volé pour aller s'attraper, voilà, un patrimoine en France. Et là, la justice congolaise devrait s'autosaisir. C'est l'argent du Congo tout de même. Le procureur de la République, vous pouvez l'inviter. Hein, il faut inviter M. Non, Okonga il ne viendra même pas. Mais ce n'est pas grave, vous l'invitez, qu'il vienne s'expliquer. Écoutez, soit on joue la transparence, il faut que les gens viennent parler, et c'est le travail que le CRC fait. Nous, les éléments que nous mettons sur la table, on demande seulement au pouvoir de venir les contredire. On n'est pas dans l'invective, le CRC n'est pas dans l'insulte, le CRC est dans l'analyse, et l'analyse factuelle de ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi? Moi, j'ai insisté sur la justice parce que je l'entends souvent le dire, loi ekolakisayo, lorsqu'il s'agit de poursuivre loi les frétins, là. Ce sont ces expressions, loi ezali nzoko. Tantôt, M. Okonga Kala, procureur, dit, on a vu sur les réseaux sociaux, et donc, le parquet s'auto-saisit. Il a raison. Mais dans ce cas, là aussi, on a beaucoup de faits. On a beaucoup de faits sur les réseaux sociaux qui demanderaient à ce que le parquet puisse s'auto-saisir. Mais au-delà du parquet, ça suppose que le ministère de la Santé devrait diligenter une enquête administrative pour savoir comment se fait-il qu'il y a eu une procédure judiciaire en France sur détournement de l'argent qui devait servir à l'achat des médicaments. Donc, ça touche le ministère de la Santé, ça touche le ministère de l'économie et des finances, puisque c'est le Trésor public qui a décaissé. Comment se fait-il que l'argent pour acheter les médicaments, le Trésor public a quand même décaissé alors que ça partait ailleurs? Comment se font les contrôles? Et enquête parlementaire pour que les parlementaires se demandent est-ce que c'est au niveau des lois que notre argent n'est pas suffisamment protégé? Eh bien, comment on fait pour mettre les garde-fous? Vous savez, ce travail... Pourquoi est-ce que c'est elle qui était chargée d'aller acheter les médicaments? Mais je vais vous dire encore... les enfants Sassou... je vais vous dire mieux, M. Perrin. Oui. Vous savez, quand le FMI ou encore les institutions financières internationales interviennent pour traiter ces sujets-là au niveau... Vous savez qui on appelle? C'est M. Yoka, son profil, son CV, et M. Ngatsé. Regardez dans quelle situation se trouve le Congo où Bakolo Masolo, c'est-à-dire les sachants, sont utilisés par la famille Sassou pour détruire le Congo. Sachez ce dont on parle là, ces détournements. M. Ngatsé, l'ancien ministre de l'économie et des finances, et l'actuel M. Yoka, ils savent comment arrêter ça. Et donc, il faut que les Congolais demandent à M. Yoka, même dans le quartier, même dans la famille, demandent à M. Ngatsé. Vous avez été ministre des Finances, vous êtes l'actuel ministre des Finances. Expliquez aux Congolais comment se fait-il que la famille Sassou a accès aux comptes publics. Et si vous êtes dans votre cabinet d'expertise comptable, on vous mandate pour sécuriser les comptes du Congo, qu'est-ce que vous direz aux Congolais? C'est ça le drame. C'est ça le drame. Le drame de notre pays, ce n'est pas Sassou. Sassou a la mission de détruire le Congo. Ça l'appartient. Mais c'est le drame du Congo, ce sont surtout ces gens-là qui ont étudié, qui ont été formés. L'élite congolaise, l'élite qui a trahi le Congo, en fait. Merci. Mais oui, regardez comment notre armée, nous avons des militaires bien formés, et tout ce qu'ils font, c'est exécuter les ordres de Sassou qui dit il faut aller tuer les gens, il faut aller tuer les jeunes. Mais c'est terrible. Vous avez des jeunes comme Fred Makita qui dénoncent les détournements à l'hôpital général de Dolisie,
Et c'est lui qu'on envoie en prison. Vous avez des jeunes à Pointe-Noire qui dénoncent ce qui se passe à l'hôpital Adolphe Cissé, et c'est eux qui sont menacés d'aller en prison. Oui, le problème, c'est comme je disais, c'est l'expression d'une mafia. Une mafia fonctionne comme ça. Il ne faut jamais la dénoncer. Vous dénoncez, alors là, vous allez rencontrer évidemment les mafieux sur votre chemin. On va passer à un autre volet. Évidemment, tout à l'heure, on parlait de cette condamnation hein, d'Emilienne Nguesso. Emiliane Mouebara, elle porte même le nom de la maman de Sassou. Et il y a une autre information, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est en Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est Sandrine Nguesso, vous la connaissez certainement. C'est aussi une fille de Sassou Nguesso qui s'est mariée à un pasteur ivoirien, Wilfried Zaoui, qu'on l'appelle. C'est comme ça. Et curieusement, un influenceur ivoirien qui est passé chez eux à leur domicile, qui a filmé des voitures de luxe, des voitures qui coûtent dans l'ordre de 300 millions de francs CFA, etc. Je vous propose cette image avant de vous poser la question. Suivez. Ouais, pasteur Zawi. Putain. La Rolls-Royce. McLaren. Ouais, ça c'est pas le petit pack. Le padre. Non, c'est bizarre. Ouais. Les choses de vanité un peu. Papa. Yeah. Ça. Ouais. Parti. Ça va bien. Là, ici, chez le pasteur Zawi, à domicile. Voilà, et donc, après que cette vidéo a été mise en ligne, la justice ivoirienne a interpellé Wilfried Zaoui pour chercher à comprendre comment un pasteur... Donc quand on parle de sources et de citernes, on parle de la réserve cachée dans la femme qui donne la vie. Il y a une réserve en elle. Et je vous dis, l'enfant que ta femme met au monde est la plus petite chose physique que ta femme peut faire venir sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a prévu qu'il y ait la sexualité sans grossesse. Parce que la grossesse n'est pas la raison de la sexualité. C'est un élément dans la sexualité. Si Dieu permet, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ça procure en dehors d'un bébé. Donc on ne sort pas avec sa femme parce qu'on veut faire 32 enfants. Et puis je parle à quelqu'un. Il y en a même qui pratiquent ça même comme quelque chose d'autre. Où ils prennent leur femme pour aller donner à quelqu'un qui a une étoile. Vous savez pas ça? Va coucher avec lui. Toi, tu peux son mari, c'est pas celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que vous savez de l'impact de la sexualité dans l'évolution de la société? Un pasteur pouvait se retrouver avec un tel parc automobile où on voit bien visiblement des véhicules, mais vraiment de luxe qui coûtent excessivement cher. Tendu ce mardi au pôle pénal économique et financier, le pasteur Wilfried Zaoui a été placé sous contrôle judiciaire. La décision a été officialisée sur les réseaux sociaux au soir du mardi 3 juin. Aucune autre information n'a fuité jusque-là sur le motif de la poursuite du pasteur. Mais elle fait suite à une vidéo diffusée par l'influenceur Aputu National sur le parking de voitures de luxe de Wilfried Zaoui qui a fait réagir l'opinion sur des soupçons de blanchiment et d'enrichissement illicite. Suivez mon regard. Mais il a peut-être accès à la banque de Dieu. Parce que moi, je vois ces pasteurs-là dire que Dieu a besoin de votre argent. Il faut donner l'argent. Je ne sais pas, il a peut-être accès à la banque de Dieu. Mais sérieusement, M. Perrin, vous venez de dire que c'est un influenceur qui est passé chez le pasteur, a filmé, donc a eu des échanges, comme on voit dans la vidéo, et l'influenceur a publié. Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Non. Il n'y a pas eu de plainte. Non, la justice et ça, c'est le rôle de l'État. L'État ivoirien est dans ses droits de dire, tiens, on a vu ça, il doit s'expliquer. Est-ce que ce sont les prières qui font tomber les billets de banque ou bien qu'il y a un financement? Et on disait tout à l'heure, dans tous les pays du monde, quand vous avez des biens, vous devez être capable d'expliquer l'origine de vos biens. Sinon, soit vous êtes dans la criminalité, le banditisme, soit vous êtes en lien avec quelqu'un qui détourne l'argent public si ce n'est pas vous-même qui le détournez. Donc, fille du président, Sandrine Nguesso, il faut qu'avec son mari pasteur, qu'il s'explique. Comment se fait-il que le mari pasteur a ces biens-là, mais ce n'est même pas le mari pasteur, c'est les biens du couple, si je crois bien. Le couple, ils sont mariés, oui.
Donc, alors, comment le couple a eu accès à ces biens? Si le couple n'a pas une entreprise, n'a pas des revenus qui justifient cela, oui, c'est détournement des biens publics en lien avec la fonction du beau-père. Mais ce qu'il faut retenir, M. Perrin, si la justice ivoirienne s'auto-saisit, pourquoi à Brazzaville, il n'y a pas une enquête qui a été ouverte? Pourquoi le procureur de Brazzaville traîne les pieds? Il faut que le procureur de Brazzaville comprenne une chose. Il est injusticiable comme tout le monde. Dès lors qu'il a pris ses fonctions de procureur, demain, peu importe celui qui viendra au Congo, il peut poursuivre le procureur pour manquement à ses obligations professionnelles. Vous êtes responsable de ce que vous devez faire que vous n'avez pas fait ou de ce que vous faites que vous ne devriez pas faire. Donc, à ce poste-là, le procureur de la République doit faire très attention. Il doit accomplir ses fonctions telles que lui-même, il a dit qu'il était à l'ENAM. Bon, aujourd'hui, on apprend que nos étudiants à l'ENAM ne savent même pas construire une phrase simple, sujet, verbe, complément, qu'ils sont tous des Mamadou à l'ENAM, et on est inquiet de savoir qui sont les magistrats qui vont sortir. Oba, pour nous, a dû écrire au ministre de la Justice pour demander que sa petite nièce ou sa petite fille soit admise, et elle a été admise. Bonjour, les futurs cadres de l'ENAM. Mais n'empêche, pourquoi M. Ngakala ne s'auto-saisit pas de ce dossier en disant « Mon homologue en Côte d'Ivoire ouvre une enquête, je l'appelle et nous allons travailler de concert, je me mettrai à sa disposition. Il faut qu'au niveau du Congo, je puisse éclaircir cela. » Et une fois de plus, il faut des enquêtes, même au niveau des députés, M. Ngwamba, c'est ça, Nino Ngwamba, au lieu d'aller donner des bidons d'eau aux gens, voilà du boulot qu'il faut faire. Comment se fait-il que nos comptes publics financent ou financeraient des véhicules en Côte d'Ivoire? Et M. Nino Ngwamba, en tant que député, c'est votre rôle de poser la question au ministre des Finances. Bien, mais députés, c'est un bien grand mot pour eux. Ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Didier Mwinivolo, on va donc à évoluer. C'est le dernier volet que nous allons donc aborder. Mais bien avant, je vais vous proposer une vidéo où Donald Trump évoque des prisonniers évadés et des meurtriers qui partent aussi du Congo pour les États-Unis. C'est vrai qu'il cite d'autres pays, mais le Congo est pointé également du doigt et on revient sur le plateau suivant. Les gens qui étaient en prison pour horrible, vous savez, ils ont libéré des prisons en Géorgie, de partout dans le monde, et les ont libérés non seulement en Amérique du Sud, partout dans le monde, le Congo et l'Afrique. Beaucoup de gens viennent du Congo. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont venus du Congo et partout dans le monde, ils sont venus, ont ouvert leurs prisons. Le Venezuela, pratiquement tous leurs prisonniers ont été libérés dans notre pays. Nous les avons pris parce que nous avions une administration incompétente. Appelez l'administration Biden et de réfléchir à ce qu'ils ont fait à notre pays. Et j'ai été élu pour régler cela, et je le fais. Mais nous avons des juges activistes qui ne veulent pas que les meurtriers soient envoyés hors de notre pays. Ils ne veulent pas de tueurs, de trafiquants de drogue, de barons de la drogue et de gens des établissements mentaux. Ils veulent qu'ils restent dans notre pays, je suppose. Je ne sais pas. Peut-être que c'est de leur... Voilà, alors il a insisté, vous l'avez entendu, beaucoup partent du Congo, donc c'est des évadés des prisons congolaises, voilà, et qui se retrouvent parfois aux États-Unis, où je veux vous rappeler, tout le monde le sait, c'est juste un rappel, le Congo a été placé sur la liste noire des États-Unis. Bon, après on a vu Thierry Mongala faire des acrobaties, se rendre en France, où il disait, bon, je suis allé communiquer à Paris pour que Trump m'entende, bon, bref. On a voulu étouffer l'affaire, mais moi, je vous ai proposé cette vidéo, c'est pour qu'on aborde évidemment le volet sur l'exemption des visas pour tout Africain qui souhaitait se rendre au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a déclaré que plus jamais les visas à partir du 1er janvier 2027, que je vous propose de suivre l'extrait et on revient sur le plateau. Je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Voilà, Didier Mwinivolo, c'est un sujet qui fait débat depuis là. Nous en avons déjà parlé sur ce même plateau, mais il était nécessaire d'y revenir parce qu'il y a finalement beaucoup d'autres éléments qu'il faut commencer à analyser.
Alors, c'est un pays où, je ne sais pas si au Congo, il y a un fichier biométrique, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu des accords de réciprocité? Tout le monde se pose désormais les questions, mais il y a un problème sécuritaire. Au Congo, nous avons dit, et nous le rappelons ici, qu'au Congo, on vend les passeports, on vend les cartes d'identité. Et quand Donald Trump parle du Congo, évidemment, c'est des gens qu'on a arrêtés aux États-Unis. Visiblement, voilà, originaires d'autres pays, mais qui se sont retrouvés avec des passeports congolais. Comprenez ça? Et ça, c'est un petit exemple qui montre que même lorsque Denis Sassou Nguesso veut faire son aventure pour vouloir plaire à la BAD, certainement qu'il a besoin d'argent, et il est capable évidemment de sacrifier le Congo pour l'argent, ça tout le monde le sait. Voilà, il demande aux Africains voilà, vous pouvez venir au Congo désormais sans visa. Bon, après, il y a d'autres sons de cloche qui commencent à nous expliquer c'est normal pour l'investissement. Voilà, attirer les capitaux étrangers. Et ça commence comme ça, c'est toujours une bonne chose. Mais après, on peut régler un certain nombre de choses. J'ai entendu aussi dire, Patrick Nzo, lorsque vous étiez sur Radio Bakambi, dire, ben oui, ça va permettre, mais quand il y aura beaucoup d'étrangers au Congo, ça pourrait pousser le gouvernement à mieux faire cette fois-là, voilà, à donner l'eau aux Congolais, l'électricité. Donc on attend que ces étrangers arrivent pour qu'on commence à donner de l'emploi aux Congolais, l'eau et l'électricité. Bref, voilà. Alors, dans quel cours d'économie il enseigne ça à ses étudiants? C'est un professeur, je rappelle, c'est un professeur d'économie. Hein. C'est un facteur voilà, d'incitation. Oui, il a lu ça dans quel livre d'économie et il enseigne ça dans quel cours d'économie que les États attendent que les étrangers viennent chez eux constater des choses et c'est ça qui va pousser le gouvernement à faire. Gouverner, c'est prévoir, c'est pas attendre quelqu'un d'autre. Je vous dis juste que c'est de la médiocrité et le Congo perd le temps avec ce genre de raisonnement. Le PCT pratique ce que j'appelle moi de la prostitution intellectuelle. Et ça, je ne supporte pas ça. Moi, j'ai étudié les relations internationales. Même si je suis le président de la République, je ne vous dirai jamais des mensonges. Je ne supporte pas ça. Je demande, vous savez, j'ai été le premier à dire aux Congolais, demandez à ces gens-là de vous dire seulement le lien entre ce qu'ils disent en tant que politiciens et ce qu'ils ont étudié ou enseigné. Moi, quand on m'a parlé du CV de Ngatse, du CV comment on l'appelle, de Yoka et les autres, j'ai dit, mais dans ce cas, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont étudié. Soyons honnêtes, il y a un document sur Zengamambu, il y a maintenant plusieurs années, où Théophile Obenga vantait les mérites de Sassou, où je l'ai dit, attention, monsieur le professeur, nous avons été vos étudiants. Vous ne pouvez pas vous fonder sur vos enseignements, vos cours, et venir vous convaincre que Sassou est un bon président. Ce n'est pas possible. Si je prends les cours que Obenga nous enseignait, la science en train de se faire, ça c'est l'expression que Théophile Obenga nous tenait à Béarder. Il faut étudier la science en train de se faire. Il faut que la science que vous étudiez transforme le quotidien des populations. Est-ce que Sassou le fait? Vous voyez, et c'est encore plus énervant quand ce sont des sachants qui viennent vous dire le contraire de ce qu'ils ont étudié et même le contraire de ce qu'ils enseignent. J'ai suivi une fois le professeur Bouaou, professeur de philosophie politique sur RFI, qui vante les mérites de Sassou, qui dit que Sassou a eu raison de faire le coup d'État, alors qu'il est professeur de philosophie politique et semble-t-il qu'il dirige les thèses de doctorat. Combien d'étudiants en philosophie politique peuvent prendre le coup d'État de Sassou comme modèle en philosophie politique et obtenir leur diplôme à l'université de Lyon où enseigne M. Bouaou? Soyons rigoureux avec nos dirigeants. Vous n'allez pas avancer si vous rigolez parce que le président est mon oncle, parce que le président est mon frère, parce que le président est mon père. Non, on ne triche pas avec le savoir. Il faut avoir cette rigueur. Et c'est cette rigueur que je demande. Pour revenir à votre sujet, j'ai été le tout premier à réagir au discours de Sassou en disant, attention, la diplomatie, c'est la réciprocité. Le Congo n'ouvrira pas ses frontières à un pays où on n'ouvre pas les frontières aussi aux Congolais. On n'a jamais vu ça dans le monde. Donc, le président s'est précipité. Alors, j'ai appris que le gouvernement, suite à mon passage sur R7, est en train de réfléchir sur maintenant comment faire pour que les Congolais ne se sentent pas en danger. Mais ce n'est pas possible. Gouverner, c'est prévoir. Vous avez parlé de Donald Trump. Moi, je me suis dit, oui, ce sont les étrangers à qui on a donné des passeports, mais pas que.
Souvenez-vous, et de Ver Mohani. Tous ces gens-là du PCT, qu'on nous a fait croire qu'ils étaient arrêtés, ils se sont enfuis de la maison d'arrêt et qu'il y a des mandats d'arrêt. Qu'est-ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux? Que la plupart d'entre eux étaient aux États-Unis. Mais que font les Américains quand vous entrez sur leur territoire? Ils vérifient vos états dans votre pays. Donc, ils ont vérifié qu'au Congo, ce sont des fugitifs. Mais comment des fugitifs ont pu avoir un passeport, monter dans un avion à Brazzaville et se retrouver au State, même si c'est des Congolais? Je vous passe tous les étrangers à qui on délivre. Je vais vous avez aussi raconter le une policier chose. Morgal, je ne sais pas s'il est encore en France, qui Mais bien pourtant sûr. est condamné. Là, Mais bien sûr. Monsieur Perrin, je vous dis une chose. Ceux qui étaient avec moi à Shanghai ou en Chine entre 1997 et 2000 savent de quoi je parle. Un jour, on nous présente, les Congolais avec qui on était en Chine, on nous présente nos compatriotes congolais de la République du Congo qui viennent d'arriver. Venir faire quoi? On ne sait pas. Ils étaient 4 ou 6. Et quand on nous les présente, mais c'est des Congolais de Brazzaville. Ah bon? Nous, on leur dit alors, oh non, je ne parle pas cette langue-là. Kikongo. Oh, c'est quoi cette langue? Ça aussi, je ne comprends pas. Mais d'accord, mais vous venez de Brazzaville. Brazzaville, vous habitez dans quel quartier? Il est incapable de citer un seul quartier de Brazzaville. Mais ils sont en Shanghai avec des passeports. Et nous sommes entre 98 et 2000. Systématiquement, il y avait comme ça des Ouest-Africains. On ne sait pas de quel pays ils sont. C'est des noms ouest-africains. Donc, ça veut dire que les passeports congolais ont commencé à être vendus depuis fort longtemps, alors? Vous faites des étudiants qui étaient en Chine entre 98 et 2000. On a déjà, quand Sassou arrive au pouvoir en 97, dès 98, nous avons des arrivées. On ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Mais ils viennent en Chine, ils ont des passeports de la République du Congo. Ils ne parlent ni Moshi, ni Lingala, ni Kikongo, ni Lari, rien. Et sur le plan ethnique, ce sont soit des Guinéens, soit des Maliens, soit des Sénégalais. Il n'y a pas photo. Je ne vous donne pas aussi ces jeunes, je ne sais pas, il faut appeler ça des gamines, de la RDC, donc le Congo voisin, qui ont balancé comme ça sur la toile comment ils ont eu les passeports, et ils citent d'ailleurs le nom du ministre Raymond Zéphirin Mboulou. Et ces jeunes filles, curieusement, Didier Mounivolo, et c'est ça qui m'a fait tressaillir, c'est qu'elles vous donnent des détails du bureau de Raymond Zéphirin Mboulou. Elles peuvent te dire, si tu vas à tel endroit, telle autre tablette, tel autre ceci, tu trouveras ceci. Donc, c'est des filles qui connaissent très bien le bureau du ministre. En ce temps-là, il était encore ministre de l'Intérieur. Vous imaginez? Non, je n'ai même pas envie d'imaginer. Je vous dis encore que si ce qui se passe au Congo, c'est bien, prenez ça et allez montrer aux autres, même les ministres africains, hein, les autres, et dites-leur que ces filles-là, un, c'est des prostituées, et deux, c'est du bureau. La pièce dont elles parlent, c'est le bureau du ministre de l'Intérieur. On va vous dire c'est quel pays. Donc le premier garant de la sécurité d'un pays. Mais sa sécurité à lui, c'est massacrer les Congolais, massacrer les bébés noirs. C'est tout. Je vous dis une chose. Et là encore, ce sont des faits. Nos frontières, donnez-moi une frontière congolaise où l'armée congolaise fait la loi. Les Angolais entrent à Kimongo comme ils veulent. Le long du fleuve Congo et de l'Ubangi, M. Perrin, combien de fois j'ai dénoncé le fait qu'il y a des voyous qui viennent importuner nos populations. Nous, le fleuve Congo et l'Ubangi, il y a des îles, notamment le fleuve Congo, qui sont partagées entre le Congo, Kinshasa, la République du Congo et la RDC. Mais les îles de notre côté, semble-t-il qu'à l'île Mbamou, trône le drapeau de la RDC. Mais personne n'est allé vérifier, personne ne nous donne des garanties. Au large de Pointe-Noire, nous n'avons plus notre poisson makwala, mais parce qu'il y a des bateaux asiatiques qui font de la pêche sauvage au large de Pointe-Noire. Et vous avez un amiral qui est devenu un amiral d'eau douce, dont Jean-Dominique Okemba, président du Conseil de sécurité, je ne sais pas comment vous l'appelez, secrétaire à la sécurité nationale. Mais la sécurité nationale, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les bébés noirs. C'est surtout, est-ce que notre espace aérien est survolé par les avions non autorisés? Et surtout, est-ce que nos eaux territoriales, il y a des gens qui entrent pour pêcher, pour voler les richesses?
Est-ce Non, que nous mais là-bas contrôlons? encore, c'est beaucoup trop loin. Vous voyez tout à l'heure les Mais ce exemples monsieur qu'on a n'a jamais mis donnés, les des pieds jeunes dans filles un bâtiment mineures. de guerre. Des jeunes filles mineures qui arrivent, qui ont accès dans le bureau du garant de la sécurité Mais des mais c'est de Congolais et ça qui qu'il est peuvent question. aller n'importe où, toucher à tout ce qu'ils veulent. Et puis bon, voilà, ils ont des passeports congolais. Ce ne sont pas des Congolais de Brazzaville d'origine en plus. Après, se Et tout retrouvent à ça, l'étranger pour vous dire non, mon voyage a été financé par Raymond Zéphiremboulou, c'est lui qui prend soin de moi. Et puis, et oui, dans le même temps, les Congolais sont dans la aucune, misère telle que nous le savons. aucune conséquence. Surtout aucune conséquence. Le président ne réagit pas, le premier ministre ne réagit pas. Il n'y a Au pas contraire, il a d'enquête même été interne. nommé, il a désormais, je sais qu'il est, je crois qu'il est Ministre de la ministre Défense actuellement. maintenant, Et curieusement, tu sais là où on l'a muté, à la Défense. ministre de la Défense. Oui, on récompense la médiocrité. Mais ça, c'est le Congo. Au Quand Congo, vous on a avez un toujours... pervers comme ça, excusez-moi, c'est pas une insulte, mais c'est la vérité en plus, hein, les vidéos existent, qui vend les passeports congolais aux étrangers, on le prend, on le met. Et À donc, la la tête de l'armée, conséquence, c'est la quoi? défense. La conséquence, c'est quoi? Donald Trump vient de décider qu'il n'y aura plus qu'une vingtaine de pays qui vont délivrer les visas pour aller aux États-Unis. Et le Congo est exclu. Donc, les étudiants congolais qui avaient les projets d'aller étudier aux États-Unis, il faut qu'ils aillent au Libéria, parce qu'on n'a aucun pays voisin, hein, je crois, hein, où on peut prendre les visas. Mais pour aller au Libéria, il faut un passeport. Or, on attribue, on ne donne toujours pas des passeports. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu une vidéo où on a vu des jeunes en train de scander passeport, passeport. Le D'ailleurs, qu'on va ministre a dit suivre qu'il et va puis on régler le revient problème. Donc, sur le plateau. On va suivre la vidéo. Suivez. Ce sont des jeunes qui réclament des passeports. Là-bas, on n'a pas mis polo. Voilà, alors en conclusion, Didier Mouini-Volo, voilà un pays qui ouvre ses frontières à tous les Africains. Déjà, les Congolais eux-mêmes n'ont pas accès aux passeports. Cependant, ces passeports sont vendus aux étrangers. Nous sommes restés largement là-dessus. Et nous l'avons dit, hein, l'extrait de Donald Trump qui dit que ces bandits-là viennent de quelque part du Congo. Il cite et il insiste d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mesure? Finalement, il faut dire une décision unilatérale, mais qui commence à inquiéter tous les Congolais. alors, moi, je ne veux pas verser dans le catastrophisme, mais je peux quand même dire aux Congolais que si réellement le 1er janvier 2027, je n'y crois pas, hein, mais si ça s'ouvre les frontières, fouillez. Fouillez parce que ça va secouer. Je vous donne des exemples très, très, très simples. Il y a l'Israël qui souhaite installer les Palestiniens en RDC. Donc, si nous on ouvre nos frontières, est-ce que ces Palestiniens-là vont rester en RDC? Regardez la distance entre la Palestine et la RDC. Quand j'ai suivi la presse internationale et que j'ai suivi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et autre chose, vous avez au Soudan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui font venir des mercenaires colombiens et pour chasser les Soudanais parce qu'on a besoin, en tout cas les monarchies du Golfe ont besoin de leurs terres à la fois pour l'exploitation de l'or, mais aussi pour l'agriculture. Et le Soudan, jusqu'au Congo, c'est pas loin, hein, ne vous trompez pas. Ils sont déjà au Tchad, puisqu'il y a des réfugiés. Donc, les frontières, les ouvrir, ce n'est pas le sujet. On peut faire de la libre circulation des personnes, des biens et des services, mais avec les garanties de sécurité. D'ailleurs, la CEMAC, je répète cet exemple, la Guinée équatoriale ne veut toujours pas appliquer cette règle, puisque nous, quand on va en Guinée équatoriale, on nous impose le visa, alors que cette libre Oui, mais il y a beaucoup de circulation, pays comme ça en Afrique qui n'acceptent pas, par exemple. Mais il n'y en a pas. Mais vous avez suivi la beaucoup. Tunisie. Le président tunisien a fait un discours, on en a déjà parlé. Mais en plus, ça, c'est du panafricanisme de bas étage. Soyons sérieux. Moi, je veux bien en débattre avec qui vous voulez. C'est du panafricanisme de bas étage. Parce que pendant que vous dites ça, nous sommes en tension avec la RDC au sujet de nos relations avec le Rwanda. Le Rwanda est au bord de la guerre avec la RDC. On voit ce qui se passe.
entre le Rwanda et le Burundi, ça ne colle pas, alors que vous avez dans les deux pays Tutsi, Hutu, Toi, dans les deux pays, il n'y a pas 36 000 ethnies. Ça ne colle pas. Entre la RDC et l'Ouganda ou le Kenya, c'est des tensions. Mais pire, M. Perrin, est-ce que Sassou est au courant que la Mauritanie, qui aujourd'hui a le directeur général de la BAD, mais la Mauritanie fait une chasse à l'homme aux Sénégalais et surtout aux Maliens. Écoutez l'actualité internationale, je ne vous raconte pas des histoires. Il y a des soucis entre Mauritaniens et Maliens surtout. Il y a eu même des bombardements au niveau des frontières où la Mauritanie accuse le Mali d'avoir tué des Mauritaniens. Le Mali dit non, 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 c'est des Mauritaniens, mais ils vivent dans des villages qui sont du côté Mali. On a tellement de problèmes préalables, les fondements à mettre en place avant d'ouvrir les frontières. Nous avons commencé l'émission par quoi, M. Perrin? Par l'absence d'eau et d'électricité. Mais comment vous faites venir des étrangers dans un pays où il n'y a pas d'eau suffisamment pour les populations locales? Et comment vous allez partager déjà quelque chose qui vous manque? Il n'y a pas d'électricité. L'électricité, vous avez dit, et pas d'électricité, pas de développement. Mais M. Perrin, attention, attention, pas d'électricité, risque de criminalité. L'électricité a été aussi un moyen de lutter contre la criminalité. Je vous donne un exemple récent. Après la guerre en Ukraine, quand ça a commencé, flambée des prix d'énergie. En Europe, je ne vous parle même pas de l'Afrique, en Europe, on prend la décision d'éteindre les lumières la nuit. Les villes, les magasins, les administrations. Mais très vite, on est revenu sur ce sujet-là, parce que si vous éteignez la lumière la nuit, du coup, l'État n'a plus les moyens d'assurer correctement la sécurité de tout le monde. Il y aura des pillages des magasins, des saccages des administrations, des viols, la criminalité dans les maisons. L'électricité, c'est aussi un moyen de lutte contre la criminalité. C'est pour cela que vous, les Africains qui habitiez dans les pays occidentaux, même asiatiques, vous verrez que souvent, dans les administrations, il y a des blocs de lumière qui sont toujours allumés, de sorte que de loin, on peut voir s'il y a quelqu'un dedans. C'est ce qui fait que les supermarchés n'éteignent pas leur lumière. Attention, M. Perrin. Donc, dans un pays où déjà nous manquons d'eau et d'électricité, on veut gonfler la population par un appel d'eau parce que le Congo, contrairement qu'on vous fait croire, c'est Sassou qui dit que le Congo est un pays pauvre, très endetté, mais le Congo est un pays riche. C'est pour cela que la Chine refusait de réexaminer notre dette. C'est pour cela que le FMI refuse toujours de réexaminer notre dette parce qu'on sait que chaque année, on crée suffisamment de richesses pour faire face à la dette et jeter les bases du développement. Chasser Sassou, le Congo avancera. Ça, c'est vrai. Pascal Lissouba a dit « Je ferai du Congo la petite Suisse ». Mais regardez, M. Perrin, c'est vous-même qui venez de citer les détournements d'argent, les biens achetés en Côte d'Ivoire, les biens achetés en France. Mais tout cet argent-là, c'est l'argent public. Une fois qu'on met en place pour arrêter le vol, mais on a de quoi bien vivre. Et quand on va bien vivre nous-mêmes dans notre société, quand nous allons créer une société intégrative, intégrée pour les Congolais déjà eux-mêmes, on verra quels sont nos besoins en termes d'immigration. On verra qui on veut faire venir chez nous en termes de transfert de technologie ou si on veut faire venir des touristes, mais où sont les lieux touristiques et comment on garantit le retour de ces touristes-là dans leur pays. Par exemple, oui, vous pouvez venir, mais chacun déposera dans un compte X l'équivalent de 5 000 € qu'il va récupérer en rentrant chez lui, en se présentant à l'ambassade du Congo dans son pays et on lui fait les documents, il va à la banque, il récupère son argent. Nous, notre travail, c'est sécuriser notre pays. S'il y a des pays qui sont dans la réciprocité, allons-y. Mais s'il y a des pays qui ne sont pas dans la réciprocité, c'est niet. C'est pas possible. Merci Didier Boueni-Volo, c'est aussi la fin de cette émission. Chasser Sassou Nguesso et le Congo va avancer. C'est ce que je retiens donc de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci à vous en tout cas.